Bon, alors, on va aujourd'hui plonger encore un peu plus dans l'espace-temps. On a vu la dernière fois comment l'idée d'espace-temps était née à partir de la transformation de Lorentz. En la regardant vraiment, on s'aperçoit, comme on l'avait dit, qu'il y a... donc, je réécris la transformation de Lorentz, ça fait pas de mal. Donc, x' égale gamma x moins vt, t', y' égale y, z' égale z, et t' égale gamma t moins v sur c2 x. Donc, on voit que cette transformation de Lorentz, quand on passe d'un référentiel à un autre, le référentiel, donc R', se déplace par rapport au référentiel R, en translation uniforme, bien sûr, ce sont des référentiels galiléens, à la vitesse, à ce petit v là, donc v ux, qui est aussi v de ux', par le choix de notre orientation des axes. On décide que la translation se fait selon l'axe x des deux référentiels. Donc ce qu'on voit, c'est que ce changement de référentiel, et gamma, pardon, égale 1 sur racine de 1 moins v2 sur c2. Toujours plus grand que 1. Donc ce changement de référentiel se fait en mixant les composantes d'espace et les composantes de temps. Mais ce qu'on a vu, c'est que ça le faisait en conservant une certaine quantité qui, en l'occurrence, est x2 moins c2t2. Si vous calculez x' carré moins c2t' carré, c'est conservé, quelle que soit la vitesse v, en fait, cette grandeur-là est conservée. Alors ça, on a vu qu'on pouvait l'interpréter comme une distance dans l'espace-temps. Alors une distance, sauf qu'elle peut être négative, mais en tout cas, c'est une propriété, alors qu'on a appelé en fait l'intervalle d'espace-temps, entre, alors c'est un intervalle entre deux points. Là, implicitement, c'est entre le point qu'on a pris comme origine, entre le point que je vais noter 0, qui a pour coordonnées 0, 0, 0, 0, dans R et dans R' d'ailleurs. C'était notre point commun. Et puis, enfin, l'événement, je dis point, c'est point d'espace-temps. Donc, c'est un événement avec une composante temporelle, une composante spatiale. Donc, entre ce point-là et celui de coordonnées x, y, z, t dans R et x', y', z', t' dans R'. Alors, en fait, donc ça, c'est sur deux composantes. Évidemment, si j'ajoute ici y' carré et z' carré, j'ai aussi plus y2 plus z2. Donc ce qu'on voit, c'est que j'ai une distance spatiale au carré, moins c2, une distance temporelle, que je peux noter comme ça, au carré, qui est constante, qui ne dépend pas du référentiel. Et donc, ça veut dire qu'il y a un invariant derrière, qui donne en fait la structure de l'espace-temps. Alors, là, je l'ai fait entre le point 0 et un autre point. Évidemment, je peux le faire entre n'importe quelle paire de points, puisque ce point 0, c'est juste un point parmi un autre. Donc, j'ai le choix de l'origine à la fois dans l'espace et dans le temps. Et donc, l'espace-temps est toujours homogène, uniforme, etc. Donc, ce qui est vrai entre le point que j'ai appelé 0 et un point quelconque est vrai entre deux points quelconques. Donc cette grandeur-là est effectivement, c'est pour ça que j'ai mis delta R et pas juste x' et delta t', cette quantité-là est conservée, c'est vraiment au cœur de la structure de l'espace-temps. Et donc on avait commencé à parler de façon un peu plus formelle de cet espace-temps. Donc je pense que j'étais dans un quatrièmement. L'espace-temps, c'est ça, vous avez ça dans un grand 2, découverte de l'espace-temps, quatrièmement l'espace-temps. Donc, je vais repartir de là. J'avais donné une définition un peu formelle de cet espace-temps en tant qu'espace affine. C'est ça. Donc, je vais reprendre là. Donc, l'espace-temps. Alors, c'est ce qu'on appelle l'espace-temps de Minkowski. Ou l'espace de Minkowski, d'ailleurs. L'espace de Minkowski inclut le temps, enfin, par essence.
Donc c'est vraiment Minkowski qui a mis le doigt sur sur l'importance de cette propriété et qui a compris qu'il y avait une vraie structure géométrique cachée derrière cette mise en commun de l'espace et du temps. Alors, donc, petit a, structure mathématique, ça je pense que je l'avais déjà dit, je réécris juste la définition, enfin disons, la formalisation de l'espace-temps. Donc, l'espace-temps est un espace affine de dimension 4 de dimension 4 muni d'une pseudométrique qu'on appelle la pseudométrique lorentzienne. Ça, c'est juste un nom. C'est celle qui est associée à la transformation de Lorentz, tout simplement. Et donc, j'avais explicité ce que c'était qu'un espace affine. Donc, c'est un espace... un espace affine, c'est un espace avec une structure d'espace, enfin, avec aussi un espace vectoriel. Et donc, je ne sais pas si ça vaut le coup que je répète ça. Vous l'avez tous en tête. Donc, c'est en fait, à chaque point, enfin, à chaque paire de points, vous pouvez associer un vecteur qui est élément de l'espace vectoriel, donc 4D ici, donc à chaque paire de points, donc ici un événement E1 et un événement E2, vous pouvez associer un vecteur, alors qu'on va appeler quadrivecteur, des fois on met deux flèches, là déjà je suis redondant, je mets les deux barres pour l'événement et 2 barres pour la flèche, je ne ferai pas ça tout le temps, mais donc ça, c'est un élément d'un espace vectoriel R4. Alors R4, c'est une collection de nombres, enfin de quadruplets de nombres, donc on le munit de la structure d'espace vectoriel standard. Donc à chaque paire de points, on peut associer un vecteur, qu'on appelle quadrivecteur. Inversement, si vous vous donnez un quadrivecteur, donc un élément de cet espace vectoriel R4, vous pouvez, à partir de chaque point quelconque, à chaque événement, vous pouvez trouver un autre événement qui, E', tel que le vecteur E', enfin, vous pouvez associer un autre événement tel que E', soit le vecteur V dont vous êtes parti, que vous cherchez. Donc, c'est tout à fait standard, c'est exactement comme à 3D, l'aspect affine. La chose qui change, et qui fait que la géométrie de l'espace-temps n'est pas la géométrie euclidienne standard à laquelle on a l'habitude, c'est qu'on n'a pas une métrique, on a une pseudométrique, et donc, c'est là qu'on s'est arrêté un petit peu vite. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'une métrique, donc pseudométrique. Rappelle la métrique. Donc une métrique, c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive qui agit donc sur l'espace vectoriel, c'est-à-dire que c'est une application qui prend deux vecteurs et qui fait un nombre. D'accord ? Donc, vous avez un certain vecteur V1, un autre vecteur V2, je ne vais même pas mettre des flèches, c'est dans un espace vectoriel quelconque. Vous avez une métrique qu'on va noter G par exemple, et bien G de V1, V2 égale G de V2, V1. Et ça appartient à R. Donc c'est le produit scalaire, hein, de façon intuitive standard. Donc c'est symétrique. Et puis, c'est linéaire, c'est-à-dire G de V1 plus lambda V2, V3, enfin bref, c'est distributif de façon linéaire standard. Et puis, donc, c'est défini, c'est-à-dire que c'est positif d'abord, G de VV, c'est toujours supérieur ou égal à 0, et c'est défini positif, c'est-à-dire que ça ne vaut 0 que si V est le vecteur nul. Hein. Donc, G de VV égale 0 équivaut à V égale 0, le 0 de l'espace vectoriel dans lequel on est. Ici, ce serait R4. Alors,
On a, au sein de l'espace de Minkowski, c'est-à-dire de l'espace-temps physique, de la réalité physique, on a une forme bilinéaire, symétrique, qui permet de faire des produits scalaires, mais qui n'est pas définie positive, c'est-à-dire qu'il peut y avoir deux vecteurs, vous pouvez avoir un vecteur de norme nulle, mais qui n'est pas nul. Alors, donc ça, c'est le rappel de la métrique, et la pseudométrique de Lorentz, donc qui est celle qui accourt au sein de l'espace de Minkowski. Eh bien, précisément, si vous avez un quadrivecteur, donc je vais le noter R, je vais donner des... pour l'instant, je vais le laisser tel que je l'ai toujours fait jusqu'à présent, et puis on va modifier un petit peu les notations et les conventions après. Ça vous donne une norme au carré. Alors, il faudrait mettre des guillemets à chaque fois qu'on écrit norme, puisque justement, ce n'est pas une norme au sens où elle n'est pas toujours positive, donc ça commence mal pour une norme. Et donc, ça s'appelle une pseudo-norme, en fait. Donc, la pseudo-norme de ce vecteur à 4 composantes, c'est x2 plus y2 plus z2 moins c2t2. Et donc, on peut effectivement définir ça dans l'espace-temps de la réalité, c'est-à-dire de la physique relativiste restreinte, parce que justement c'est invariant par changement de référentiel. Donc évidemment, ici, elle est écrite en termes des coordonnées, mais les coordonnées, elles sont libres. Je choisis ce que je veux, je mets dans le référentiel que je veux. Donc je ne peux définir une norme qui s'applique à un quadrivecteur, à un élément de l'espace, que si ça ne dépend pas de mon choix des coordonnées. Mais justement, c'est le cas, si vous faites une transformation de Lorentz, ce qu'on voit, c'est que ça ne change pas cette norme-là, et par conséquent, c'est bien défini. C'est bien une pseudo-norme qui accourt dans l'espace-temps, dans l'espace de Minkowski. Alors, on va changer un petit peu les conventions. Alors, est-ce que je voulais dire autre chose maintenant ? Non, je vais aller tout de suite dans les conventions, je ne sais plus, petit c du coup. Convention de notation. Donc maintenant qu'on a cette structure quadridimensionnelle, on va adopter des notations un peu standards. Alors il y a toujours le choix. D'abord, la première chose qu'on va faire, on va mettre en fait comme première coordonnée la coordonnée temps. Pourquoi pas, hein, on fait ce qu'on veut. Donc on va adopter la convention suivante. Et puis, alors, comme on voit que les changements de référentiel, transformation de Lorentz, font passer du x en t, enfin mélange du x et du t, évidemment, physiquement, ce n'est pas la même unité. Il y en a un en longueur, une longueur, l'autre une durée, donc certains sont en mètres, d'autres en secondes. Donc on va déjà leur donner la même longueur, et donc en fait, on ne va pas prendre t, on va prendre c fois t, comme coordonnée, comme première coordonnée dans cet espace de Minkowski. Donc, la première coordonnée sera CT, la deuxième X, la deuxième Y, la troisième Z. Ça, c'est dans un certain référentiel, évidemment, R. Si je change de référentiel, eh bien, les coordonnées vont changer, mais ce sera le même point de l'espace-temps, c'est-à-dire le même événement, bien sûr. Hein, c'est toujours la même chose depuis le début. Donc, voilà, on le note comme ça, on met en premier c'est une convention, on est d'accord, hein, vous trouverez des bouquins où T reste après. Et donc, maintenant, en fait, je peux de manière générale, je vais noter X, ou R, si vous voulez.
Je vais le noter x. Je vais encore mettre les deux flèches, ce quadrivecteur. Je vais appeler sa première composante. Alors, je pourrais l'appeler la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Non, en fait, on l'appelle celle-là la composante 0, celle-là la composante 1, 2, 3. Why not? Ça permet que dans l'espace, c'est toujours 1, 2, 3. Et juste, on en rajoute une. On aurait pu rajouter une quatrième, bah, on rajoute une 0. Bon, c'est au choix. Donc, en fait, on va les noter comme ça. Première composante x0, deuxième composante x1, troisième composante x2, quatrième composante... Voilà. Donc ça, c'est un vecteur quelconque dans l'espace de Minkowski qui représente un événement dès lors qu'on a choisi une origine. Sinon, c'est juste un vecteur dans un espace vectoriel. Il désigne, c'est exactement comme si vous avez un vecteur dans l'espace 3D ordinaire, il vous désigne un point si vous avez choisi une origine et un système de coordonnées. Donc ça, vous pouvez encore l'écrire comme x0 fois le premier vecteur de base, je vais noter E0, donc dans l'espace vectoriel associé, à l'espace affine, plus x1 E1, plus x2 E2, plus x3 E3. Donc c'est standard. Hein. Ça, c'est un vecteur de l'espace vectoriel de Minkowski. Je ne sais pas, je vais l'appeler, enfin associé, je vais noter M, peu importe. Et ça, c'est ces coordonnées, étant donné qu'on a choisi une base. Alors, une base orthonormée ici, c'est-à-dire que le produit scalaire de chacun avec un autre, c'est 0, et le produit scalaire avec lui-même, alors c'est 1 ou moins 1. C'est là qu'est la subtilité. Donc, vous voyez comment apparaît cette pseudonorme à laquelle est associée une pseudométrique. Donc, je vais réécrire la pseudonorme en ces termes-là. La pseudonorme du quadrivecteur x, eh bien, c'est... Alors, vous voyez comment ça fait? Ça fait moins x0 carré plus x1 carré. Alors, attention, les indices sont en haut. C'est mieux. On ne va pas beaucoup jouer avec les indices, vous inquiétez pas, mais... Bon, excusez-moi. Donc, on reprend. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on a cette pseudonorme avec cette convention. Très bien. Question, quel est le produit scalaire associé à cette pseudonorme? Quelle est la pseudométrique associée? C'est-à-dire, ça, c'est en fait... Alors, en l'occurrence, je vais la noter état, le produit scalaire. Donc ça, c'est état de x avec x. D'ailleurs, je devrais mettre au carré ici. Sachant que le carré est toujours un peu délicat à employer, puisque ça peut être négatif. Mais bon, ok. C'est une notation. Prenez-le comme une notation. Donc ça, c'est état xx. Que vaut état x1, x2? Eh bien, vous savez qu'à partir de la norme, on peut toujours retrouver le produit scalaire. À partir du produit scalaire, on trouve la norme, c'est le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même. Mais en fait, on peut faire l'inverse, ce qui est parfois un peu surprenant, mais il suffit de réaliser que si vous faites, même pour une métrique quelconque, entre deux vecteurs A et B, ça, vous allez voir que c'est G de A plus B moins G de AA moins G de BB, et tout ça divisé par 2. Ça doit le faire. Hein, puisque ça, si vous développez ça comme c'est bilinéaire, ça fait G de AA plus G de BB plus G de AB plus G de BA, c'est-à-dire 2 fois G de AB divisé par 2, ça donne bien ça. Donc, si vous avez les normes, c'est-à-dire juste le produit scalaire de chaque élément avec eux-mêmes, vous avez le produit scalaire d'un élément avec n'importe lequel. Donc, à cette pseudonorme est associée une pseudométrique qui donc est simplement état de x1 avec x2, que je vais noter souvent malgré tout comme ça, scalaire comme un produit scalaire standard x2, mais c'est un pseudo produit scalaire, enfin, je l'appellerai quand même produit scalaire, donc x1 scalaire x2, eh bien ça va faire x1 0, x1 0, x2 0, avec le signe moins, et puis plus x1 1, x2 1, plus
x1, 2, x2, 2, plus x1, 3, x2, 3. Ça, ça là, c'est juste la troisième composante, c'est pas au cube, bien sûr. Bon, voilà, donc on a l'ensemble de la structure pseudométrique de notre espace de Minkowski. Donc voilà pour une notation. La matrice, enfin, on peut représenter donc ce produit scalaire, cette forme bilinéaire, sous forme d'une matrice. Et donc, dans une base orthonormée, évidemment, parce que ça dépend de la base choisie, mais par exemple, dans la base 0, 1, 2, 3, on a cette matrice qui s'écrit donc moins 1, 1, 1, 1, et puis des zéros partout. Donc, matrice diagonale, moins 1, 1, 1, 1, 0. Donc, voilà la pseudométrique de Lorentz qui est en vigueur dans l'espace-temps de Minkowski. Bon, voilà pour les conventions. Je voulais dire des choses, mais je ne vais pas vous embêter avec les indices, ce n'est pas la peine. Ok, allez, grand 3. Alors, grand 3, on va analyser plus précisément la géométrie de l'espace-temps maintenant. Donc, on a vu apparaître la structure d'espace-temps à partir de la transformation de Lorentz. On a compris que ça désignait un objet mathématique qui a un sens en lui-même, et on a vu sa structure. Maintenant, on va étudier ses propriétés de façon un peu plus précise. Donc, grand 3, géométrie de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'on va voir les conséquences en termes de géométrie, en termes de cinématique, et puis, in fine, en termes de dynamique, les conséquences de ces propriétés. Alors, géométrie de l'espace-temps, que je pourrais appeler géochronométrie, en fait. Parce que maintenant, on lit les propriétés spatiales et temporelles dans une seule et même entité globale. Alors, premièrement, diagramme d'espace-temps. Ça, c'est très important. On a, en fait, un moyen... Enfin, on essaye de représenter l'espace-temps sur une feuille de papier ou sur un tableau de façon à pouvoir raisonner plus facilement. Alors, c'est jamais facile de représenter l'espace-temps sur une feuille de papier parce que le temps, malgré tout, pour nous, ce n'est pas une dimension spatiale. Mais on peut le faire moyennant certaines libertés. Donc, je vais faire un premier passage sur les diagrammes d'espace-temps qui vont nous permettre d'analyser plus facilement ce qui vient ensuite. Et je reviendrai sur les diagrammes d'espace-temps à la fin du cours pour dire des petites choses en plus. Alors, tout d'abord, un diagramme d'espace-temps, c'est quelque chose de très commun. On l'utilise tous les jours en physique standard. Hein, c'est simplement, vous faites un diagramme. Vous mettez deux axes avec un axe qui est l'espace, un axe qui est le temps. Donc on fait ça tous les jours. En général, si vous voulez décrire la trajectoire le long d'une direction, ben voilà, la trajectoire d'un point, voilà un truc. Donc ça veut dire à l'instant t, le corps se trouve, pour un point matériel, il se trouve à l'abscisse x. À un instant suivant, il se trouve ailleurs. Et vous savez là-dessus lire, par exemple, la vitesse du corps à un instant t, par exemple à cet instant-là, t0. Le corps se trouve en x0, et quelle est sa vitesse? Eh bien, en tout cas, suivant x, c'est dx sur dt, et donc, en fait, c'est donné par la tangente ici, enfin, par la pente de la tangente à la courbe en ce point-là. Ça vous donne la vitesse, c'est-à-dire dx sur dt, la vitesse directionnelle dans la direction x. Bien. Donc, ça, c'est très classique. On pourrait faire en plusieurs dimensions, mais ça devient difficile à faire un peu de la perspective. Alors, ce qu'on fait de façon aussi conventionnelle en relativité, c'est qu'en fait, on met le temps plutôt sur l'axe vertical. Et je vais introduire une notion importante qui est la ligne d'univers. Donc, petit a, ligne d'univers d'un corps. Alors, je vais dire d'un point matériel. C'est-à-dire que je ne vais pas m'intéresser à la rotation des corps. Un corps étendu, c'est jamais que plusieurs points matériels, d'accord, avec des relations particulières entre eux. Donc ça, c'est
en fait, la trajectoire d'un point matériel dans l'espace-temps, c'est-à-dire dans l'espace de Minkowski. Donc, si je mets le temps verticalement, et puis, alors, évidemment, il y a 4 dimensions dans l'espace-temps, le tableau n'en a que 2, je peux faire un petit effort en mettant une perspective comme ça, avec un Y là, par exemple, et le Z, il faut l'imaginer. Bon. Et donc, c'est quoi une ligne d'univers? Eh bien, vous avez un point qui est là quelque part, on va le faire partir d'ici, au moins celui-là il est bien repéré, et puis il évolue au cours du temps. Donc, à chaque instant t, le t0, il se trouve quelque part, donc projeté ici dans l'espace, il est en x0 et y0, et puis z0 que je ne peux pas représenter. Donc, la ligne d'univers, c'est la trajectoire dans l'espace-temps. Quand vous représentez une trajectoire dans l'espace, x, y, par exemple, la trajectoire de ce point dans l'espace, bah, c'est la projection de cette ligne d'univers sur le plan x, y. Et je peux le représenter comme ça. Voilà, par exemple, c'est ça sa trajectoire. Okay. Cette trajectoire me dit pas tout sur ce qui se passe pour le corps, parce que ça me dit que le point il est passé par là, ça me dit pas quand, d'accord? Et puis après il était là, ça se trouve il s'est arrêté 1 heure là, puis il est reparti, puis il a été très très vite là. Bon, ça me dit pas tout. Ça me dit tout. Ça me dit à chaque instant où est le point. Donc la ligne d'univers, c'est vraiment la collection de l'ensemble des événements au sens de la relativité, c'est-à-dire des lieux-instants, c'est l'ensemble des événements qui concernent ce corps matériel. Il était là à cet instant-là, puis là à cet instant-là, il n'y a rien d'autre à savoir sur lui, c'est vraiment la donnée complète des événements qu'il concerne. Donc c'est une trajectoire d'espace-temps, et ça s'appelle une ligne d'univers. Bon, c'est assez naturel comme appellation. OK. Alors, ceci étant dit, petit b, on va définir tout de suite ce qu'on appelle le cône de lumière. Ah, non, une première... Enfin, ouais, bon. Une remarque. Un point matériel ne peut pas avoir n'importe quelle ligne d'univers, parce qu'on a vu qu'un corps matériel ne peut pas se déplacer par rapport à un référentiel galiléen plus vite que la vitesse de la lumière, pour des raisons de structure même de l'espace-temps. D'accord? C'est-à-dire que, si je représente cette trajectoire... alors là, j'avais représenté cette trajectoire. Si je la représente avec la convention habituelle de la relativité, c'est-à-dire en mettant le temps là, ici, sur l'axe vertical, bon, je ne vais pas prendre la même, bon, disons, voilà une trajectoire possible. On peut revenir comme ça. Vous voyez que la pente ici de cette ligne d'univers... Alors attention, la pente là, c'est pas la vitesse, c'est l'inverse de la vitesse, hein, puisque c'est la pente, ça c'est dt sur dx. Donc hein, ça pour pente, c'est juste qu'on l'a retourné. Hein, donc la pente ici, c'est 1 sur v. Et ça, bien sûr, c'est forcément plus grand que 1 sur c, puisque c est forcément plus petit que v. V est plus petit que c, pardon. D'accord? Donc ça veut dire que les lignes d'univers possibles, elles peuvent pas... vous ne pouvez pas avoir une ligne d'univers qui fait ça, quoi. Remonter dans le temps, certainement pas, mais même, voilà, ça ne peut pas s'écarter plus. Alors, oui, soit dit en passant, oui, j'aurais peut-être pu le dire ici aussi. En fait, l'axe temporel, pour qu'il ait la même unité qu'une dimension d'espace, en fait, en général, on le multiplie aussi par c. Enfin, tant que je n'ai pas précisé ce que j'appelais 1 là-dessus, multiplié par c, enfin, ça ne veut rien dire. Donc mais voilà, j'en fais une dimension, donc je peux mettre ici CT aussi. Du coup, la pente ici, alors je vais le faire maintenant, version vraiment relativiste. Là, c'était juste l'inversion de ça. Et donc, si je le fais en version... Donc ça s'appelle un diagramme d'espace-temps. Hein. Donc, diagramme d'espace-temps standard ou diagramme de Minkowski aussi. J'ai donc, en fait, ici...
si je mets les mêmes unités, donc 1 et 1, je vois que la pente d'une ligne d'univers ne peut jamais être plus petite que 1. 1, ce serait la vitesse de la lumière. Donc en fait, à partir de ce point-là, si je trace une droite ici de pente 1, oui. Ouais. Oui, alors c'est ça. Je suis d'accord avec vous. C'est à chaque endroit, la pente doit être plus petite que 1. Donc c'est pas juste que là, ça doit être plus petit que 1. Là aussi, bon, là c'est bon, là plus petit. La pente doit être plus grande que 1, parce que c'est à l'inverse. Donc là, c'est limite. Là, ça va. Voilà. Enfin, donc il faut faire attention. Ça peut revenir en arrière. Là, non. Là, oui. Bon, bref, c'est contraint par la vitesse de la lumière. Donc vous voyez qu'en chaque point, par exemple en ce point-là, mais en ce point-là aussi, en fait, les seules vitesses possibles sont toutes à l'intérieur d'un cône. Alors, enfin, d'un cône, si je mets la dimension, si je mets une deuxième dimension spatiale. En tout cas, la pente doit être plus grande que 1, pardon, je le fais à l'envers, dans ce diagramme. Et donc, la ligne d'univers, elle doit forcément être à l'intérieur de ce cône-là. Alors, ce serait un cône à 4 dimensions aussi, on savait le dessiner. À 3 dimensions, si on met la perspective, ça fait un vrai cône dont on a l'habitude. Et quand on met à 2 dimensions, juste avec CT et X, bah, ce qu'on appelle cône, à partir de ce point-là, c'est juste de droite, quoi. Vous imaginez. Bon, alors, donc, c'est ça qu'on appelle le cône de lumière. Donc, je vais faire un petit b cône de lumière. Donc, en chaque point de l'espace-temps, que je représente. Alors, c'est une représentation de l'espace de Minkowski. On fait ce qu'on peut. Donc, en chaque point, ici, je prends un événement. Donc, allez, je vais mettre une perspective quand même. Allez, un Y, au moins ça. En ce point-là, je peux construire un cône délimité donc par toutes les droites de pente 1, c'est-à-dire correspondant à une vitesse égale à la vitesse de la lumière. Alors, excusez-moi, je vais le refaire à 1D parce que d'abord je suis très mauvais en dessin et puis on voit mieux les choses. Donc à partir de ce point-là, voilà. Donc ça, c'est en fait la ligne d'univers. Ce que j'ai représenté en orange, c'est une ligne d'univers d'un flash lumineux, d'un photon si vous voulez. Parce que lui, il va à la vitesse de la lumière, par définition. D'accord ? Donc si vous lancez dans la direction des X positifs une impulsion lumineuse, eh bien elle se déplace vers les X croissants à une vitesse qui est telle que à chaque fois que vous êtes déplacé de delta X, vous êtes déplacé de delta CT équivaut équivaut une fois delta X. X égale C delta T. Delta X égale C delta T. D'accord ? Donc, c'est bien quelque chose de pente 1, c'est-à-dire, d'accord, c'est la bisectrice entre les deux, si j'ai pris la même unité sur les axes. Ce qui n'est pas obligé non plus, mais... OK ? Bref, ça s'appelle le cône de lumière. C'est l'ensemble des lignes d'univers de tous les rayons issus du point dont on parle, de l'événement dont on parle, et donc se déplaçant à vitesse de la lumière. Donc là, dans mon truc en perspective, si vous le lancez suivant X, ça va vous donner ça. Si vous le lancez suivant Y, ça va vous donner le petit truc qui est caché derrière. Si vous le lancez en biais, bref, ça va vous parcourir le cône. Et à 3D, ce serait un hypercône qui, si vous arrivez à le voir, très bien, mais moi pas. Oui. Et du coup, on ne devrait pas dire que la pente doit être supérieure que la valeur absolue de la pente doit être supérieure à la La valeur absolue... Là, du coup, il faut avoir le temps qui va comme ça ou comme ça. Ah, oui.
effectivement, ça, enfin, oui, d'accord, la valeur absolue de la pente, si vous voulez. Oui, je suis d'accord. Effectivement. Oui, 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 oui. Oui, enfin, oui, la valeur absolue de la pente, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, si vous allez dans l'autre sens, évidemment, la pente ici est négative, strictement parlant. Oui, oui, merci. La valeur absolue de la pente. En fait, effectivement, donc on a delta x, par définition, c'est V delta t, et donc c'est V sur C fois delta de Ct. Voilà. Et donc, alors ça se note souvent bêta. Je vous l'avais dit ça déjà ou pas? V sur C, on note ça bêta? Ouais. Le facteur bêta. C'est juste parce que c'est plus simple que d'écrire divisé par C à chaque fois. En fait, les vitesses, on devrait toujours les exprimer en termes de C, puisque c'est l'unité naturelle de vitesse. Si on veut, enfin, c'est une vitesse universelle qui ne dépend pas du référentiel, donc c'est assez naturel de dire que 1, c'est C. Bon. Comme on a d'autres unités, du coup, C ne vaut pas 1, mais bref, on fait comme si. Donc on appelle ça bêta, c'est la vitesse rapportée à C. Bien. Donc là, vous voyez effectivement que si je regarde la pente de cette droite, en fait, c'est... Enfin oui, c'est V sur C là. Si je le mets la pente de la droite dans ce diagramme-là, ça va être 1 sur V sur C. Et donc ça peut être négatif si V est négatif, selon une direction. Bon, je suis un peu confus, enfin je pense que vous comprenez l'idée. Donc voilà ce que c'est que le cône de lumière. Alors maintenant on va définir le passé et le futur. J'en avais déjà dit un mot la dernière fois. Le passé, le futur et l'ailleurs, donc petit c, passé, futur, ailleurs. Donc à partir d'un point, je vais prendre mon point de référence comme le point, je vais prendre l'origine à ce point que je considère, donc c'est un événement quelconque. Il y a invariance par translation dans l'espace et dans le temps. Donc j'ai ce truc-là qui est le cône de lumière. Là, j'ai donc l'événement 0, par définition. Je choisis mes coordonnées comme ça. Et puis, je vais considérer un point ici, que je vais appeler A. Un point ici, que je vais appeler F. Enfin, même là. Et puis, un point ici que je vais appeler P. P comme passé, A comme ailleurs, F comme futur. En fait, je vais définir le futur de cet événement-là. C'est-à-dire, pour chaque événement, l'espace-temps est structuré de telle façon qu'il y a un ensemble de points qu'on peut considérer comme étant le futur de cet événement-là, au sens où il existe un référentiel pour lequel ce point-là a lieu, enfin cet événement-là, pardon, a lieu au même point de l'espace que celui-là. Donc, c'est ça que je vais dire là. Si F est dans le cône de lumière, côté futur, c'est-à-dire là-dedans. Donc ça, c'est le côté futur, ça, c'est le côté passé. Si F est dans le cône de lumière côté futur, il existe un référentiel tel que F a lieu au même point d'espace, au même point d'espace et plus d'espace-temps que O. Je crois qu'on l'avait déjà vu, ça, je l'avais montré déjà la dernière fois, non? On peut le refaire vite fait. Donc j'ai O qui est en 0, 0, 0, 0, et F, il est en... Alors, je mets CT, X... je me mets dans le plan... Enfin, il y a évidemment invariance par
par rotation dans l'espace. Hein, donc je le mets en coordonnées y et z 0. Ça ne changerait rien. Donc ça, c'est dans le référentiel R qui correspond à ce X et à ce CT là que j'ai dessiné comme ça dans le plan du tableau. Et donc, alors montrons qu'il existe un référentiel tel que, eh bien, la transformation de Lorentz me dit que x' égale gamma x moins vt, c'est-à-dire moins bêta fois la coordonnée ct, et ct' égale gamma ct moins bêta la coordonnée x. Ah oui, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que si f était là, on avait un intervalle du genre temps, c'est ça? Bon, on va s'en servir là. Ok, donc ce que j'ai affirmé là, c'est qu'il est possible que dans le référentiel R', il est possible de trouver un référentiel R' tel que les deux événements aient lieu au même point. Au même point, c'est-à-dire, comme le premier il a lieu au point 0, ça veut dire que le deuxième doit aussi avoir lieu au point 0, c'est-à-dire que x' doit être égal à 0. Et effectivement, donc, on veut x' égale 0, et donc il faut simplement choisir une vitesse de référentiel telle que bêta soit égale à x sur ct. Non, x égale bêta ct, oui c'est ça. Donc bêta égale x sur ct, c'est-à-dire v, puisque ça c'est bêta sur c, égale x sur t. Enfin, c'est-à-dire x égale vt. On peut dire ça tout de suite. Est-ce que c'est possible que x soit égal à vt? Ben oui, puisque l'événement là, il est justement à l'intérieur du cône. Donc il est parfaitement possible pour un corps matériel d'aller de là à là. Tout droit comme ça. Tout droit dans l'espace-temps, c'est-à-dire à vitesse constante. Donc en fait, un corps qui irait de là à là constitue un référentiel galiléen tout à fait légitime, pour lequel, manifestement, cet événement et celui-là ont lieu au même endroit. Donc, ce point-là, dans ce référentiel-là, c'est juste le même point plus tard. Donc, c'est juste un événement futur. Donc, tous les points, alors c'est vrai pour celui-là, c'est vrai pour tous les points qui sont à l'intérieur du cône. La seule contrainte, c'est qu'effectivement, ce qui assure que l'événement a lieu en x' égale 0, c'est que x égale vt. Il faut juste que x égale vt soit possible, et donc il faut que que x sur t soit plus petit que c. Donc, c'est exactement la définition de l'intérieur de ce cône. Donc, tous les points là, qu'on appelle du coup, enfin, l'ensemble de ces points, on l'appelle, je vais le mettre en bleu. Ça s'appelle le futur de l'événement E0. Si j'appelle ça, en fait, je vais l'appeler E0, cet événement. Si je l'appelle 0, vous allez dire, ah, il faut que ce soit l'origine. Non, l'origine, je la prends où je veux. Donc, ceci est vrai pour n'importe quel événement. L'ensemble des points qui sont à l'intérieur du cône de lumière du côté du futur s'appelle le futur. De la même façon, vous pouvez montrer, je ne vais pas le refaire en détail parce que je ne veux pas perdre trop de temps, que l'ensemble des points qui sont ici à l'intérieur du cône de lumière côté passé il existe pour l'ensemble de ces points, il existe un référentiel dans lequel, en fait, cet événement a eu lieu au même point que celui-là. Il suffit de prendre le référentiel dont une ligne d'univers est celle-là. Et c'est possible d'avoir un corps matériel qui suit cette ligne d'univers-là, puisque cette pente est plus petite, puisqu'on est à l'intérieur du cône, justement. Donc, effectivement, entre ces deux points-là, il y a un certain référentiel où ces deux points d'espace-temps, ces deux événements ont eu lieu au même point. Donc, c'était juste, il y en a un qui était avant l'autre, et on l'appelle le passé. Donc, ça, c'est le passé
de E0. Et puis, il y a tout le reste qui ne peut pas être le passé et qui ne peut pas être le futur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun référentiel dans lequel cet événement-là est celui-là, enfin celui-là que j'ai appelé A, voilà. Il n'y a aucun référentiel dans lequel ces deux événements ont lieu au même endroit. Parce que pour qu'un corps constituant un référentiel, un point matériel, puisse avoir une ligne d'univers qui à la fois passe là et là, il faut qu'à un moment ou un autre, elle peut peut-être commencer dans le cône de lumière, et à un moment, il va falloir sortir de son propre cône de lumière. Donc c'est pas possible. Il est impossible qu'un corps soit témoin de cet événement et de celui-là. C'est ailleurs. Donc ça s'appelle l'ailleurs. Donc tout ça, là, en violet, un côté et de l'autre. Enfin, il faut l'imaginer à un cône à 4D. Bon, bref. Ça s'appelle l'ailleurs de l'événement E0. OK ? Donc ça, c'est une structure de l'espace de Minkowski qui est assez nouvelle, mais qui est une structure absolue au sens où ça ne dépend pas du référentiel. Évidemment, là, je l'ai représenté en mettant un axe X et un axe CT qui correspond à un référentiel particulier. Mais si je change de référentiel, et on va le faire explicitement après, ce qu'est le futur, c'est le futur. Ce qu'est le passé, c'est le passé. Ce qui est ailleurs, c'est ailleurs. C'est-à-dire, le fait qu'il soit impossible de relier deux événements par un corps matériel ou non, c'est une propriété qui est indépendante des coordonnées qu'on choisit pour le décrire. Oui ? Et après, on peut choisir un référentiel comme quoi E0 est dans l'ailleurs et A est dans le code de lumière. Ah oui, oui, on peut. Si je prends cet événement-là, maintenant A est dans le futur de cet événement-là et E0 est dans l'ailleurs de lui. Oui, tout à fait. Bien, alors donc, on a donné, enfin, l'espace-temps porte en lui une structure avec un cône de lumière, qui est quelque chose d'objectif, donc ce sont les lignes d'univers de tous les photons qui passent par un point donné. Donc pour chaque point, il y a un cône de lumière, avec un côté futur, un côté passé, et puis il y a l'ailleurs. Et donc, comme je vous le disais la dernière fois, on appelle intervalle de genre temps un intervalle entre l'événement E1 et E2 qui est le même genre qui a le même signe qu'un intervalle qui serait purement temporel, puisqu'il peut être purement temporel dans un certain référentiel, donc ça c'est négatif. Intervalle de genre espace si c'est strictement positif, et intervalle de genre lumière si les deux événements sont sur le cône de lumière l'un de l'autre, si cet intervalle est nul. Et alors ça c'est intéressant, vous voyez que l'intervalle entre E0 et P, c'est le même que l'intervalle entre P et E0, évidemment. Le produit scalaire est symétrique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, dans la valeur de cet intervalle, ça ne dit pas lequel est le futur de l'autre. Et ça a l'air de rien, mais c'est en fait très important. Ça veut dire qu'il faut rajouter à la structure de l'espace-temps donnée par Minkowski, il faut rajouter l'idée d'un futur, qui est liée à la notion de causalité. P peut être la cause de E0, E0 ne peut pas être la cause de P. Mais alors qu'est-ce que c'est vraiment la causalité? On y reviendra. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a une structure en plus qu'il faut rajouter. La structure de cône de lumière, de l'ailleurs, donc d'intervalle de genre espace, temps et lumière, ça c'est un truc absolu, c'est donné, c'est dans la métrique la pseudométrique de Minkowski, c'est dans la transformation de Lorentz, si vous voulez. Mais parler d'un futur qui peut être influencé par un événement et d'un passé qui peut influencer un événement, là vous voyez qu'il y a une dissymétrie qui est introduite qu'il faut rajouter à la main par-dessus. Ce n'est pas inscrit dans la structure dans la structure géométrique de l'espace-temps en fait. Donc c'est un élément en plus et c'est bon de s'en souvenir, on y reviendra.
Donc on a une notion de passé et de futur qui épouse la structure géométrique, puisque effectivement c'est bien délimité par le cône de lumière, mais il y a une dissymétrie, le temps s'écoule comme ça, quoi. Les lignes d'univers, elles sont orientées, si vous voulez. Et cette orientation en chaque point est une propriété de l'espace-temps physique tel qu'on le connaît. C'est comme ça. Bien que la physique soit réversible, les lois de la physique connues sont réversibles, et c'est là où on peut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire en fait d'aller dans un sens. Mais enfin, on a quand même cette intuition que le temps s'écoule dans un sens. En tout cas que... Bon, bref. On a une mémoire du passé, pas du futur. Bref, je crois que vous avez un truc ce soir, là, vous allez parler de ces choses-là. Je ne pourrais pas y venir, d'ailleurs, malheureusement, je le regrette, mais je suis sûr que vous aurez des discussions très riches sur la notion de futur. Bien, alors, on va dire un mot de plus qui pourra alimenter votre débat. Alors, très bien. Donc, deuxièmement, temps, espace et simultanéité. Temps, espace et simultanéité. Et on va commencer par la simultanéité. Bon, ça, on a déjà commenté le fait que la transformation de Lorentz implique que la notion de simultanéité n'existe pas, en tout cas pas dans l'absolu. À partir du moment où on a T' égale gamma, alors si vous voulez, Ct' égale gamma Ct moins bêta x. Je renote encore une fois pour que ça rentre que bêta c'est juste V sur C. À partir du moment où on a ça, on voit qu'on a delta de Ct' qui vaut gamma delta de Ct, enfin gamma delta de Ct moins gamma bêta delta x. Et donc, deux points qui sont simultanés, deux événements, hein. Des fois je dis point pour point de l'espace-temps, j'essaye de faire attention. Donc deux événements qui ont lieu à la même coordonnée t, c'est-à-dire si delta ct égale 0, ça va impliquer qu'ils n'ont pas lieu à la même coordonnée t' si delta x est différent de 0. Donc c'est très très facile. Il suffit que deux événements simultanés dans R n'aient pas lieu au même lieu, en tout cas pas au même x si le changement de référentiel se fait le long de x. S'ils n'ont pas lieu au même x, s'ils sont simultanés dans un référentiel, ils ne le sont pas dans aucun autre qui a une vitesse suivant x. Donc c'est vraiment... la notion de simultanéité dépend du référentiel. C'est troublant, mais c'est comme ça. Et donc, alors, du coup, qu'est-ce qu'on appelle simultanéité? On peut quand même définir une simultanéité au sein d'un référentiel. Évidemment, je vais juste écrire l'évidence. On dit... Ah ouais. On dit que deux événements sont simultanés dans R, donc dans un certain référentiel, Galilée 1 toujours. Il faut vraiment... Il faut toujours, à chaque fois que vous employez le mot simultané, il faut dire simultané dans un référentiel. Sinon, ça ne veut rien dire. On dit qu'ils sont simultanés dans R s'ils ont la même coordonnée temporelle. Tout simplement. Alors, s'ils ont la même coordonnée temporelle, étant entendu qu'au sein... étant entendu qu'au sein du référentiel, on a procédé à une synchronisation des horloges. C'est-à-dire qu'on a défini une coordonnée temps en chaque point avec la procédure de synchronisation des horloges dont on a donné un exemple dans le tout premier cours, je crois. Donc, cette coordonnée temporelle, je vais mettre obtenue en chaque point du référentiel. Donc, en chaque point spatial du référentiel par une procédure
de synchronisation des horloges. Donc vous voyez que cette procédure de synchronisation, elle est importante, sinon on ne pouvait pas définir un temps. Mais on a vu, par exemple en s'échangeant des signaux lumineux, qu'on peut synchroniser des horloges au sein d'un référentiel, c'est-à-dire entre deux lignes d'univers dont la distance ne change pas, enfin, pas qui sont dans le même référentiel, par une procédure de synchronisation des horloges. Voilà. Donc ça veut dire qu'il existe une notion de maintenant. Il existe un maintenant dans le référentiel R. Il existe aussi un maintenant dans tous les référentiels, il existe une notion de maintenant, mais c'est juste pas la même. Alors, comment représenter la simultanéité dans l'espace-temps, enfin dans le diagramme d'espace-temps de Minkowski? Tout simplement, si je représente CT et X, une ligne d'univers, une autre comme ça, voilà, enfin... donc voilà deux corps, par exemple, la ligne d'univers de deux corps. Donc, lui, il peut se dire, dans le référentiel R, où se trouve donc ça c'est le corps vert, où se trouve le corps orange, maintenant. Maintenant, dans le référentiel R. Sinon, ça ne veut rien dire. Donc, il faut dire maintenant dans quoi. Alors, si c'est dans le référentiel R, maintenant, c'est la coordonnée temporelle CT ici. Et donc, maintenant, c'est là. C'est cet événement-là. Et donc, il se trouve là, pendant que lui se trouve là. Très bien. Et donc, je peux calculer, je peux définir leur distance spatiale à l'instant T du référentiel R. Sinon, à l'instant T tout court, ça ne veut rien dire. À l'instant du référentiel R, je peux dire que leur distance, c'est suivant X, d'accord, c'est cette abscisse-là moins celle-là. Donc ça, si c'est le corps 2, ça va être X2 2T. Et ça, si c'est le corps 1, ça va être X1 2T. Donc en fait, les lignes de simultanéité, les voilà. Voilà. Tous ces événements-là, tous les événements qui appartiennent à la même ligne ici, je vais le faire avec un tout petit peu de perspective parce que là, ça c'est pas trop dur. Donc X, Y, c'était. Donc voilà les plans de simultanéité au sein de l'univers, c'est-à-dire de l'espace-temps. L'espace-temps, le voilà. Oui. Alors, les événements qui se situent dans un même référentiel, ils se situent sur la même tranche d'espace-temps. Attention, ce que vous avez dit n'a pas de sens. Vous avez dit les événements qui sont situés dans un même référentiel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Les événements, ils sont dans l'espace-temps. Je peux choisir un certain référentiel pour décrire l'espace-temps. Et suivant le référentiel que je choisis, ils peuvent être ou non simultanés. Dans certains cas, ils ne peuvent pas être simultanés si jamais il y en a un qui est dans le futur de l'autre, justement. Donc, qu'est-ce que vous vouliez dire, alors? Alors, redites-le, parce que j'ai... Je ne peux pas répondre à cette question parce que les événements situés dans le même référentiel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les événements, ils ne sont pas dans un référentiel. Je peux les considérer du point de vue d'un référentiel. Les événements, ils sont ce qu'ils sont. Les événements qui sont sur la même tranche, comme ça, effectivement, j'aime bien ce terme. Vous voyez que l'ordonnancement temporel dans le référentiel R établit des tranches de l'espace-temps. Donc, un référentiel, en fait, ça correspond à une direction du temps dans l'espace-temps. Là, le référentiel R qui m'a servi à dessiner X, Y et CT, ça c'est le T du référentiel R. Et donc à chaque référentiel est associé effectivement un découpage de l'espace-temps
L'espace-temps est le même pour tout le monde, c'est ça l'idée. C'est les points instants, les lieux instants, ils sont objectifs. Ils sont ce qu'ils sont, tout le monde est d'accord. Mais on peut les voir du point de vue d'un référentiel, du point de vue d'un autre. De même qu'au sein de l'espace, on peut voir un même point qui est objectif en le rapportant à un repère comme ça, ou un repère comme ça, ou à un repère tournant, etc. On peut faire ce qu'on veut. De même, dans l'espace-temps, les événements, eux, sont parfaitement objectifs. Il y a celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Eh bien, ces 4 événements, ils sont ce qu'ils sont. Vu du référentiel R, je peux dire que ces deux-là sont simultanés, que celui-là a lieu antérieurement à ces deux-là, et que celui-là a lieu postérieurement à ces deux-là. Donc effectivement, choisir un référentiel, c'est choisir une direction du temps, en fait. C'est choisir un axe temporel qui, une fois que vous l'avez, vous définit des tranches d'espace-temps que vous appelez espace, maintenant. Vous allez dire que ça, c'est que l'intervalle entre les deux, c'est du pur espace, parce que le vecteur qui relie cet événement-là, E1, à cet événement-là, E2, ces événements sont bien définis. Le vecteur, quadrivecteur de l'espace de Minkowski est parfaitement bien défini. Ça, c'est un truc parfaitement objectif. Ce quadrivecteur, il a une composante 0 dans la base orthonormée que j'ai écrite tout à l'heure, E0, E1, E2, E3, du référentiel R. Ce vecteur-là, il a une composante suivant ça, c'est un vecteur dans l'espace vectoriel, donc je peux le décomposer sur cette base. Eh bien, sur cette base particulière associée à R, la composante sur E0 est nulle. Donc, c'est ça que ça veut dire qu'ils ont lieu au même instant. Donc, dans un référentiel, vous avez un découpage de l'ensemble des événements de l'univers qui sont tous là, et qui sont parfaitement objectifs. Ça vous les découpe par tranches qui sont l'espace, en fait, qui sont... Alors, c'est la notion que je vais introduire là, qui sont des espaces instantanés, en fait. Parce que ça, c'est l'espace, ça aussi, c'est l'espace. À chaque instant, vous avez l'espace. Comment vous définissez l'espace? J'arrive tout de suite. Vous définissez l'espace, en fait, comme étant l'ensemble des événements, enfin, vous définissez l'espace instantané à l'instant t comme l'ensemble des événements qui ont lieu au même instant t. Mais du coup, ça dépend du référentiel. Oui? Maintenant, ailleurs, ça a du sens si on dit par rapport à quel référentiel? Ouais. Alors, il ne faut pas juste dire par rapport... Alors, oui, je vois ce que vous voulez dire. Par rapport à notre référentiel, oui. La difficulté, c'est que si on dit par rapport à nous, c'est-à-dire, si je dis par rapport à cet événement-là, le même événement peut être vu dans plein de référentiels aussi. Donc oui, par rapport à notre référentiel, je suis d'accord. Je vais l'écrire tout de suite. En fait, c'était mon deuxième point, l'espace. Donc, on a défini ce que c'était que la simultanéité. Deux événements sont dits simultanés s'ils ont la même coordonnée temps dans un référentiel. Et du coup, ils ne le sont pas dans un autre. Sauf s'ils ont lieu aussi au même x. Bien. Alors, donc petit b maintenant. Petit b, espace. Donc, je vais noter. Donc, c'est essentiellement la phrase que je viens de vous dire. L'espace instantané l'espace instantané à l'instant t, donc c'est instantané à un certain instant, d'un certain référentiel, sinon ça ne veut rien dire, à l'instant t du référentiel R, est l'ensemble des événements. Donc les événements, c'est les points de l'espace-temps, ça c'est objectif. Hein. C'est l'ensemble des événements de l'espace-temps qui sont simultanés à l'instant t en question, évidemment.
dans R. Parce que simultané, ça ne veut rien dire. Simultané dans R, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire, en fait, c'est l'ensemble des événements E qui, dans R, ont pour coordonnées CT, en fait, je vais dire à l'instant T0, voilà, à l'instant T0, qui ont pour coordonnées CT0, X, Y, Z, quel que soit X, Y, Z. D'accord? Oui? Finalement, si on prend une photo, on prend en photo l'espace, et si on en prend plusieurs et qu'on les met l'une à la suite de l'autre, on recrée l'espace-temps. Oui, mais faites attention, quand vous prenez une photo, si vous prenez une photo d'ici, là, vous allez voir, vous n'allez pas voir cet événement-là. Vous allez voir celui-là, qui vous a envoyé les photons, là. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas prendre en photo l'espace maintenant. Ouais. Et c'est intéressant d'ailleurs. Si vous le pouviez, il y aurait une certaine réalité du coup à la chose. Or, justement, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de réalité à l'espace maintenant. Ça dépend du référentiel. Par contre, votre photo, oui, elle est objective parce que le fait que cet événement fasse parvenir de là un photon ici, c'est vrai dans tous les référentiels. C'est vrai, quoi. C'est-à-dire, il y a un photon qui a suivi cette ligne d'univers. Que vous le regardiez comme ci, comme ça, il l'a fait. Le photon est parti de là, enfin, de cet événement, il est arrivé à celui-là, c'est vrai. Ça, c'est objectif. Donc, le cône de lumière est parfaitement objectif dans l'espace-temps. Les points sont objectifs, ce sont les événements de l'univers. Le cône de lumière sont les mêmes, quels que soient, sont des ingrédients de l'espace-temps, si vous voulez. Donc, ils sont ce qu'ils sont, quel que soit le référentiel que vous choisissez pour décrire la réalité. Pareil pour le futur, pareil pour le passé, mais tout le reste... Et ce qui est aussi objectif, bien sûr, c'est la distance spatio-temporelle entre les deux, la norme, la pseudo-norme du vecteur qui relie les deux événements. C'est en cela qu'il y a vraiment un espace-temps de Minkowski, que c'est pas, il y a de l'espace et du temps qui sont un peu combinés. Non, non. Il y a une réalité physique majeure à l'espace-temps, et c'est, encore une fois, je répète, c'est une découverte qui maintenant, avec 100 ans de recul, c'est facile, mais ça a pris 3 ans entre la découverte de la relativité d'Einstein en 1905 et la remarque ultra profonde de Minkowski que, en fait, oui, il y a un espace-temps là derrière. Et après, ça a pris du temps encore pour que vraiment tout le monde comprenne que, ah oui, oui, c'est pas juste une remarque en passant. Il y a un espace-temps qui a une réalité profonde. Bien. Donc voilà, en fait, on peut définir un espace au sein d'un référentiel de cette façon-là, en disant, bah, c'est tous les points qui ont la même coordonnée temporelle dans ce référentiel, donc tous les points qui sont simultanés, donc c'est un espace instantané. À chaque instant, vous redéfinissez tout un espace comme une tranche de l'espace-temps correspondant à la même coordonnée dans R. Et donc vous voyez que ça, c'est quel que soit x, y, z. Donc ça, évidemment, ça a la même structure que R3, quoi. Vous pouvez prendre n'importe quel x, n'importe quel y, n'importe quel z. Ça a la même structure que R3. Et il y a une notion de distance là-dedans, une notion de distance spatiale, qui est en fait deux vecteurs au sein de cet espace. Comme ils ont la même coordonnée temporelle, il va y en avoir un, ça va être CT0, x1, x2, x3. L'autre, enfin, ces coordonnées, pardon, vont être CT0, x. Alors, x1, je vais l'appeler x et l'autre, je vais l'appeler y. Donc, x1, x2, x3, ces trois coordonnées. Ça, c'est sa coordonnée 0. L'autre, il va s'appeler y1, y. Voilà les coordonnées dans le repère choisi au sein du référentiel choisi. Le vecteur qui les relie est un quadrivecteur qui a pour... Donc, si ça, c'est E1 et ça, c'est E2. Donc, ils sont simultanés. Et donc, je peux écrire le quadrivecteur E1, E2 qui est simplement le vecteur qui relie l'un à l'autre. Et donc, il a pour coordonnées 0, y1 moins x1, y2 moins x2, enfin, comme dans un espace vectoriel standard. Hein. C'est un espace vectoriel.
Et si je calcule la norme de ce quadrivecteur, la pseudo-norme lorentzienne de ce quadrivecteur, je vais voir moins ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, et c'est la distance spatiale habituelle au sein de l'espace là. Donc, l'espace, la tranche d'espace-temps qu'on appelle espace quand on se place dans le référentiel R, est un espace ordinaire, c'est R3, avec un produit scalaire qui est le produit scalaire ordinaire euclidien. D'accord ? Donc l'espace-temps, il est plat, au sens où il y a une notion de... Enfin, il y a une notion de transport parallèle. Vous pouvez prendre ce vecteur-là, c'est le même que celui-là. Il a les mêmes coordonnées dans l'espace vectoriel associé à l'espace affine qui représente l'espace-temps. Donc, il est plat en ce sens-là, mais faites attention, évidemment, la pseudo-norme, il y a un moins ici, donc la norme peut être négative, etc. Mais la restriction de l'espace-temps à l'espace défini comme l'ensemble des points qui ont la même coordonnée temporelle dans un référentiel donné, sinon ça ne veut rien dire, cette restriction est l'espace standard que l'on connaît habituellement. C'est avec la norme euclidienne standard, on peut faire ce qu'on veut. Alors du coup, dans cet espace-là, une fois qu'on l'a défini, qu'on a pris des tranches et on a dit ça c'est l'espace, parce que, j'allais dire, parce que c'est orthogonal à la direction du temps, on va montrer que c'est orthogonal, enfin ça se voit là-dessus, mais on va le montrer dans le cas général. Une fois qu'on a défini l'espace, qu'est-ce que je vais dire? Oui, après, je peux choisir dans cet espace-là des coordonnées polaires si ça m'arrange, des coordonnées sphériques. Je ne suis pas obligé de garder des coordonnées cartésiennes. Hein. Je fais ce que je veux dans l'espace suivant le problème que je traite. Hein. Même si on a écrit les transformations en termes de coordonnées cartésiennes, évidemment, on choisit les coordonnées qu'on veut. Hein. Bon. OK, donc voilà ce que c'est que l'espace. Disons, la seule chose réelle, c'est l'espace-temps, mais on peut définir, au sein d'un référentiel, une notion de simultanéité, ça vous fait des tranches, et ayant cette notion de simultanéité, vous pouvez appeler espace tous les événements simultanés à un même événement. Et c'est ça l'espace. Et donc vous avez, à chaque instant, vous avez un espace. C'est l'espace instantané. Bien. Alors on va passer au temps maintenant. Oui, bon, ça va être bref. Donc on a défini la simultanéité, on a défini l'espace, toujours relativement à un référentiel. On peut le faire pour tous les référentiels. De ce point de vue-là, on n'a pas violé la relativité. Tous les référentiels se valent. C'est juste qu'ils ne donnent pas la même lecture du monde, mais ils sont tous aussi légitimes. Tout ce qu'on peut faire dans un référentiel, on peut le faire dans l'autre. Il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est cette petite remarque, je me demandais ce que je voulais dire là, mais voilà, je voulais faire cette petite remarque amusante. J'ai parlé de la direction du temps, et là maintenant on a parlé, enfin que j'ai matérialisé comme ça, mais ça c'est dans un référentiel. C'est quoi la direction du temps vue d'un autre référentiel? Une fois qu'on a la direction du temps, donc on a la direction de l'espace aussi, c'est tous les points qui sont... à la même coordonnée temporelle, on a dit, dans un référentiel. Donc la direction du temps, c'est quoi en fait? En fait, c'est la direction dans laquelle on se déplace quand on ne se déplace pas. C'est la direction dans laquelle on se déplace dans l'espace-temps quand on ne se déplace pas dans l'espace. Là, j'ai l'habitude de dire que je suis immobile. Pas du tout. Je me déplace dans l'espace-temps. Justement, ma coordonnée temporelle augmente. Donc, si vous voulez savoir, dans un référentiel donné, quelle est la direction du temps au sein de l'espace-temps, c'est facile. C'est la direction dans laquelle le corps que vous considérez est en train de se déplacer par rapport à lui-même, enfin, dans son propre référentiel. Bref, là, je suis en train de me déplacer dans le temps. On le sait tous. Mais le dire comme ça fait comprendre... comment on peut effectivement définir un temps pour chaque corps, quel que soit son mouvement d'ailleurs. Donc si vous prenez un corps qui a une certaine ligne d'univers, qui est passé par là, puis par là, en faisant ça, alors il faut faire attention que...
faut jamais que la pente soit plus petite que 1. Bon, ok, très bien. Donc voilà une ligne d'univers possible. À chaque instant, donc là, vous voyez que ce corps, il est accéléré, manifestement. Hein. Il n'est pas à vitesse constante, parce qu'un corps à vitesse constante, je vais vous le représenter à côté, on va peut-être dû commencer par ça. Le corps à vitesse constante, alors je vais représenter le cône de lumière. Enfin, puis là aussi, s'il va dans l'autre sens. Un corps à vitesse constante, il fait ça. En fait, c'est une droite, là. Sa ligne d'univers, c'est une droite représentée sur ce schéma. D'accord. Et donc, c'est quoi la direction du temps pour ce corps à vitesse constante? Ben la voilà, c'est ça. La direction du temps, c'est ça. Voilà, c'est T', en fait. Ce corps-là reste toujours au même point par rapport à lui-même, mais évidemment, il passe d'un événement à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Alors, vu du référentiel R, celui que j'ai dessiné en blanc, cet événement-là, je vais l'appeler E1, et cet événement-là, que je vais appeler E2, ils n'ont pas lieu au même point, bien sûr. Et évidemment, le corps se déplace. Donc, à un moment, entre un événement et un autre qui le concerne, plus tard, il ne sera pas au même endroit. À cet endroit-là, enfin, à cet événement-là, il se trouve à l'instant, enfin, à la coordonnée CT1 et à la position E1. Là, il se trouve à la position X2, à la coordonnée CT2. Mais pour le corps lui-même, bah lui, il ne s'est pas déplacé par rapport à lui-même, par définition. Donc, entre là et là, il s'est juste écoulé du temps. Quel temps? Le sien. Et, alors ça, c'est s'il a une vitesse constante. S'il n'a pas une vitesse constante, c'est pas grave. À chaque instant, à chaque événement, à chaque point de l'univers, en celui-là, il y a un référentiel galiléen coïncident, c'est-à-dire, lui, il a une certaine vitesse dans R, là, qui est donnée par cette pente-là, voilà. Je vais prendre un autre, parce qu'il a l'air de passer par 0, là, c'est normal. Je vais prendre celui-là. Voilà, E1. Bon, voilà le mouvement d'un référentiel galiléen qui a la même vitesse que lui à ce moment-là. Et donc, c'est pareil. L'axe des temps, qu'on appelle temps propre, je vais définir plus proprement, c'est le cas de le dire après, l'axe des temps pour le corps ici, eh bien, c'est l'axe des temps du référentiel galiléen coïncident, et donc le voilà. On va revenir un peu plus en détail après. En fait, je vais vous montrer de façon algébrique. Donc là, on est d'accord, enfin, j'ai justifié que ça, c'est bien l'axe des temps du référentiel R', tout simplement parce que c'est sa ligne d'univers, donc par définition, tous les événements sur cette ligne-là ont lieu au même endroit. C'est là où il est. Donc, il n'y a que la coordonnée des temps qui a bougé, puisque c'est toujours au même endroit spatialement. Oui? Pour le point mobile dans R, la direction du temps, c'est T. Alors, voilà la direction du temps. Ah oui, bonne question. Alors, si vous avez un corps immobile dans R, alors s'il est immobile en x égale 0, voilà sa ligne d'univers. S'il ici est immobile dans R', sa ligne d'univers, la voilà. S'il est ici, voilà sa ligne d'univers. Donc, en chaque point, il y a une direction des temps. Et c'est bien que vous le notiez, sur ce diagramme de Minkowski, cette représentation de l'espace-temps, vous voyez que la direction, enfin le vecteur, celui que j'ai appelé E0, là, le vecteur de cet espace vectoriel à 4D dans la direction du temps de ce référentiel, en fait, ce vecteur est parallèle à lui-même en chaque point. C'est-à-dire, en chaque point, le vecteur E0 est le même. En ce sens-là, à nouveau, l'espace-temps est plat. C'est-à-dire, vous prenez le vecteur temps et puis le vecteur UX qui est là, voilà, qui relie le vecteur UX, il relie
deux points au même instant situés à l'abscisse x et à l'abscisse x plus 1. D'accord? C'est un vecteur unitaire. Donc si lui, il est en x0, lui en x0 plus 1, le vecteur unitaire ux, c'est ça, parce que j'ai appelé E1. C'est ce qu'on appelait avant ux. Et ça, si vous voulez, ce E0, c'est u dans la direction de ct. Et donc, en chaque point, le vecteur ux est le même ici, le vecteur E0 c'est le même. Voilà, donc voilà les lignes d'univers de tous les points qui sont immobiles dans R. Ce sont des lignes verticales sur ce schéma. Alors, qu'en est-il maintenant pour un corps qui est immobile dans R'? Quelles sont ces lignes d'univers? Eh bien, on va l'écrire tout de suite. En fait, c'était mon troisièmement. Changement de référentiel. Je vais effacer le schéma. Peut-être laisser celui-là provisoirement. Donc, troisièmement, donc, ce qu'on a vu, c'est que changer de référentiel, donc je réécris la transformation de Lorentz. Changer de référentiel, ça fait basculer, ça fait un peu comme une rotation. On reviendra sur cette question après, comme quand vous avez une rotation entre x, y et x', y', là, dans l'espace standard, vous mélangez les composantes. Donc là, on voit que ça fait une rotation un peu dans l'espace-temps entre le x et le t, un mélange des coordonnées. Donc, la question, qui est la même que précédemment, enfin c'est la suite de la question précédente, quelle est la direction dans l'espace-temps, que je représente avec mon diagramme de Minkowski, quelle est la direction de t', c'est-à dire le vecteur unitaire dans la direction du temps en t', et quelle est la direction de l'espace, j'oublie y et z, dans la direction donc de l'espace à 1D, ici, dans la direction x. C'est quoi le ux'? Il est où? Comment je le représente sur ce diagramme? Bien, alors, par définition, donc, les lignes, enfin, un corps, on va écrire exactement, on va faire ce que vous avez dit. Je vais m'intéresser à la ligne d'univers d'un corps qui est immobile dans R'. Alors, corps immobile dans R'. Immobile dans R', ça veut dire quoi? Ça veut dire x' égale constante. J'oublie y et z. Hein. Donc ça veut dire x' égale constante. Il est à un certain x' et il y reste. C'est ça un corps immobile dans R'. Bah, x' égale constante, par exemple x'0, voilà. Bah, c'est simple, ça veut dire gamma x moins bêta ct égale constante. Gamma, ça c'est une constante, c'est 1 sur racine de 1 moins v2 sur c2, donc je change de référentiel, le v il est ce qu'il est, mais il est constant. Et donc ça veut dire x moins bêta ct égale constante. C'est-à-dire, ben voilà quoi, c'est-à-dire, je peux l'écrire comme ça si vous voulez, ça veut dire ct égale 1 sur bêta x plus constante. Enfin, pas la même, enfin sur bêta, enfin c'est une autre constante. Ok? Donc, les lignes d'univers des points immobiles dans R', ce sont des droites. Parce que ça, c'est l'équation d'une droite dans mon diagramme. Je vais l'effacer pour le refaire. Je mets mon cône de lumière là, comme ça. OK. Alors donc, si je trace ça, ct égale un certain coefficient fois x, plus une constante. Si la constante vaut 0, c'est-à-dire si je pars de l'événement 0, justement celui-là, c'est quoi cette ligne-là? Hein, si je pars de x' égale 0, ma constante c'est 0, donc j'ai juste la droite ct égale 1 sur bêta x. Ben la voilà.
avec ici une pente 1 sur bêta. C'est-à-dire C sur V1. Donc ça, c'est... Ah? Non. Mais je me suis trompé. Ah non, 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 non. Pardon, pardon. Pardon, bien sûr. Non, ça, c'est la ligne d'univers... Non, excusez-moi. C'est la ligne d'univers du point O', qui est immobile. Donc, pardon. Donc, effectivement, c'est bien une droite de pente 1 sur bêta, et 1 sur bêta, c'est plus grand que 1. Et donc, là, voilà. Bah, c'est celle que j'avais tracée avant, en fait. Voilà son CT'. Voilà la ligne d'univers du point qui est immobile. Maintenant, c'était ça la question, un autre point qui est immobile dans R'. Ça, c'était le point qui se situe en O', à l'origine du repère choisi. Si j'en prends un autre, si je pars d'une autre constante, bah, c'est pas grave, ça va me faire ça plus une constante. C'est-à-dire, en voilà un autre. En voilà un autre. En voilà une autre. Voilà tout un tas de lignes d'univers de tous les points qui sont immobiles dans R'. Ils ont tous une équation de ce type-là avec une constante qui correspond à... Ça dépend d'où ils sont partis à l'instant 0. Oui. Elles sont toutes parallèles les unes aux autres. Oui. Voilà. Donc ce que vous voyez, c'est que la direction du temps dans le référentiel R', c'est pas la même que la direction du temps dans le référentiel R. C'est pas ça, c'est ça. Par contre, elles restent toutes parallèles les unes aux autres, effectivement. Donc voilà les lignes d'univers de tous les points du référentiel R'. Oui. Donc effectivement, c'est ça, un changement de référentiel en fait, c'est juste une rotation dans l'espace-temps. C'est fort. C'est un changement de repère dans l'espace-temps en fait. Alors il y a une petite nuance, c'est à cause du signe moins sur le temps qui fait que on parle de rotation hyperbolique et on verra comment ça se manifeste. Mais l'idée, c'est ça, c'est que vous mélangez les composantes d'une façon que vous prenez un peu... En fait, la composante temps du référentiel R', c'est un peu du temps de R et un peu de l'espace de R. Et inversement, bien sûr. Donc oui, ça revient à une rotation, je mets des petits guillemets encore un peu parce qu'il faudra préciser exactement, ce n'est pas une rotation tout à fait standard, ça va être une rotation avec des angles hyperboliques. Enfin, une rotation avec des cosinus hyperboliques ou des sinus hyperboliques au lieu des cosinus et des sinus standards. Mais, si vous voulez le fin mot, mais on y reviendra, c'est que dans la rotation, quand on fait une rotation d'angle θ, on a ça qui vaut 1, là, et là, vous avez le delta x2 et le plus delta y2, là, si vous êtes dans le plan, vous avez cette relation, et en fait, quand il y a un signe moins, parce qu'avec le temps qui a le signe moins, en fait, ce que vous avez, c'est... On y reviendra. Mais c'est lié à... Donc, il y a une géométrie hyperbolique derrière. Oui. J'efface ça. Alors, le cône de lumière de ce point-là, le voilà. Donc, ce que vous voyez, c'est que, par exemple, la ligne d'univers de ce corps-là, enfin de ce point-là, le point O', elle est dedans. La ligne d'univers de ce point-là, elle va y rentrer plus tard. C'est normal qu'elle y rentre plus tard, parce qu'au début, ce point, enfin, le corps, quand il est là, il est dans l'ailleurs de ce point-là. Cet événement-là est dans l'ailleurs de celui-là. Mais il y a un moment, le corps qui est immobile dans R', va pouvoir être influencé par cet événement-là. Si j'envoie un signal lumineux dans la direction de ce corps-là, ok, il s'éloigne, mais il y a un moment, il va se faire rattraper par la vitesse, parce qu'il s'éloigne moins vite que la vitesse de la lumière. Et donc, le rayon lumineux que j'ai envoyé vers les X positifs, voilà sa trajectoire, et là, pouf, il va le toucher. Donc tous les points vont finir par rentrer dans le cône de lumière, effectivement. C'est-à-dire vont devenir... Enfin, vous avez un futur commun avec n'importe quel autre point.
Si vous attendez suffisamment longtemps, vous allez être dans le futur l'un de l'autre. On est tous destinés à se rencontrer, c'est magnifique. Oui. Oui, même un événement qui est très 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 loin dans l'ailleurs, il va finir, il va finir par être touché par un photon que je peux lui envoyer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est simple, ça va à la vitesse c, hein, donc ça prendra le temps. Voilà. Ok, donc ça c'était la première partie. Ça vous dit donc quelles sont les lignes d'univers des points qui sont immobiles dans R'. Donc ça vous donne l'axe des temps, en fait, puisqu'on a dit que pour ce corps qui est là au repos ici, lui, il n'évolue pas dans l'espace, puisqu'il est dans son référentiel, mais il se déplace dans l'espace-temps. Ce n'est pas le même événement à chaque moment. Il y a toute une série d'événements qui ne se distinguent que par le fait que le temps passe. Donc voilà l'axe du temps T' pour chaque corps qui est au repos dans le référentiel R. Quelle heure est-il? Ok. Il faut que j'accélère un tout petit peu. Donc ça, voilà, c'est les lignes d'univers des corps au repos. Maintenant, voilà, quelle est la simultanéité, quelle est la notion de simultanéité dans le référentiel R'? Donc, c'est-à-dire, où est l'espace dans R'? Ça, c'est la direction du temps. C'est quoi la direction de l'espace? C'est-à-dire la direction de tous les points qui sont à la même coordonnée temporelle. Alors là, le piège, c'est de se dire, ah bah l'espace est orthogonal au temps, donc voilà. Non. Ça ne marche pas comme ça, et on va voir pourquoi. Donc, cherchons pas à deviner, on va l'écrire. Donc on cherche l'ensemble des points situés à la même coordonnée temporelle. Donc, je vais appeler ça direction de l'espace. Dans R'. Donc ce que j'entends par là, c'est que je veux savoir où sont les points qui sont dans le même espace instantané dans le temps de R'. Donc ensemble des points, c'est-à-dire des événements, ensemble des événements, des points de l'espace-temps, ensemble des événements ayant le même T', le même CT'. D'accord ? Donc c'est tous les points qui sont simultanés à un certain événement T'. Voilà. Enfin, de coordonnées T'. Bien, c'est simple. J'ai ici la transformation. Donc, T' égale constante. Enfin, CT' égale constante. Ça équivaut à, eh bien, CT moins bêta x égale constante. OK, évidemment. Eh bien, ça, alors, et donc ça me fait donc CT égale bêta x plus constante. Très très fort. Et ça, c'est l'équation d'une droite. Et c'est l'équation de quelle droite? Alors, bah, ça dépend de la constante. Si on prend les points qui sont simultanés dans R' avec l'événement origine ici, donc c'est pour lequel la constante vaut 0, CT' vaut 0. Si CT' vaut 0, bah, vous avez CT qui vaut bêta x, c'est aussi simple que ça. Et CT égale bêta x, c'est quoi? Bah, c'est ça. C'est cette droite-là, avec une pente ici, bêta. Sachant que celle-ci avait une... Ça, c'était des pentes... Ah, je vais refaire le dessin. L'autre, c'était la pente 1 sur bêta, et celle-ci, c'est la pente bêta. Je l'ai encore, là, ici, voilà. Ça, c'est l'axe des temps, et ça, c'est l'axe de l'espace. Alors, on recommence. C'était X, le cône de lumière, futur, passé, etc. Et donc, voilà une coupe instantanée de l'espace-temps. C'est une coupe instantanée dans R'. Pente bêta. Et voilà la ligne d'univers d'un corps, enfin du corps qui était à cet événement-là. Et ça, c'est la pente 1 sur bêta. Et vous voyez magnifiquement que le cône de lumière est toujours la bissectrice entre les deux.
Le cône de lumière est objectif. Le cône de lumière, c'est le cône de lumière. En partant de cet événement-là, un rayon lumineux envoyé dans la direction des x croissants suit cette ligne d'univers. Maintenant, un corps au repos, enfin, le référentiel R', ce point-là du référentiel R' suit cette ligne d'univers-là, c'est-à-dire il reste au même point de son référentiel, comme tous les autres, comme tout cela, ils restent au même point de leur référentiel, et vous voyez qu'ils suivent une ligne d'univers inclinée avec la pente 1 sur bêta, mais les coupes instantanées de l'espace-temps opérées dans le référentiel R', c'est-à-dire l'ensemble des événements qui ont lieu au même instant, les voilà. Alors, voilà, ça c'est l'ensemble des événements qui ont lieu à l'instant t' égale 0. Voilà l'ensemble des événements qui ont lieu à l'instant t' autre chose, c'est-à-dire juste je rajoute une constante. Donc voilà, voilà une autre, voilà une autre. Dans le passé, on était là. Voilà. Donc vous voyez que c'est... Alors je pourrais le faire aussi avec les... Je pourrais le faire vaguement en perspective. Donc ça, c'était une coupe dans le référentiel R. Bah, dans le référentiel R', mais je ne sais pas le faire. Enfin voilà, ce serait des coupes. Si, c'est pas si mal, peut-être, je sais pas. Bon, pas sûr. Voilà comment, dans le référentiel R', on découpe l'espace-temps qui est le même. L'espace-temps, c'est le même pour tout le monde. Mais dans le référentiel R, on coupe des tranches instantanées comme ça. Dans le référentiel R', on les coupe comme ça. Enfin, dans cette représentation. C'est qu'une représentation. Mais... Donc, c'est les mêmes événements lus différemment. Et effectivement, donc, quand vous disiez, en fait, changer de référentiel, c'est faire une rotation dans l'espace-temps, oui. Et ça fait basculer l'axe des temps comme ça, et ça fait basculer l'axe d'espace comme ça, de telle sorte que ça reste bien la bisectrice toujours. Hein. Le cône de lumière est commun évidemment pour tout le monde, puisqu'il est objectif. Bon, en prenant du recul, je m'aperçois qu'on ne comprend rien là-dessus. Enfin, j'espère que vous voyez ce que j'ai voulu faire. Donc, ce sont vraiment les mêmes, le même espace-temps qui, lui, est objectif, qui est lu différemment. Donc, changer de référentiel, c'est changer d'orientation de ce qu'on appelle l'axe du temps et l'axe de l'espace. Mais du coup, donc la direction du temps, la voilà, la direction de l'espace, la voilà dans le référentiel, donc c'était un petit à petit, peu importe. Alors, je voulais vous faire remarquer qu'il n'en reste pas moins que le temps et l'espace sont orthogonaux l'un à l'autre, toujours. C'est-à-dire ce que le référentiel R appelle le temps et l'espace correspondent à si vous prenez un vecteur purement temporel, c'est-à-dire sans composante spatiale, et un vecteur purement spatial sans composante temporelle, le produit scalaire, ça fait 0, bien sûr. Pareil dans R'. Si vous prenez un vecteur, et ça doit être le cas, puisque tous les référentiels se valent, hein, ça reste vrai. On ne les représente pas pareil là sur ce dessin, parce qu'on fait ce qu'on peut en représentant un espace-temps d'abord avec du temps, mais un espace-temps qui est non euclidien sur une feuille euclidienne, il faut s'attendre à des trucs un peu bizarres. Donc le fait que quand on fasse une rotation, en fait, il se rapproche comme ça au lieu de juste tourner, bah oui, oui. Ce plan, que je le veuille ou non, c'est un plan euclidien, lui. Les distances, elles ont un sens euclidien. Bon, donc la notion d'orthogonalité, justement, ce qu'on va voir, c'est que ça, c'est orthogonal à ça, et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que cette direction est orthogonale à celle-là. Ça n'a pas l'air, mais oui, bah, faisons-le tout de suite. Prenons un vecteur sur cette droite-là. Donc, il part de 0, il a les coordonnées 0 ici, et là, il arrive en... Alors, quelles sont ses coordonnées là dans le plan? Allez, je le fais là. Donc, tac, 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 tac. Je prends ce vecteur-là, puis un autre, peu importe leur longueur. D'ailleurs, je vais prendre celui-là d'une certaine longueur et celui-là d'une autre longueur. Donc, un vecteur temporel. Ici, c'est la pente 1 sur bêta, et ça, un vecteur spatial, purement temporel, purement spatial, dans R', pente bêta. Donc, celui-là, il va avoir pour coordonnées, si là, il y a x, là, comme il y a une pente bêta, là, il y a bêta x. Donc, ce vecteur-là, il a pour coordonnées, il est purement spatial, il n'a pas de coordonnées côté temporel, et... si...
pardon, je vais l'écrire dans R. Donc dans R, ce vecteur-là a pour coordonnées suivant CT bêta x et suivant x, ben x. 0, 0 pour y et z. Et puis, donc ça c'est le premier vecteur, le rouge. Bon, enfin. Et le deuxième vecteur, le vert, lui, c'est juste un axe temporel. Et donc, si là, il y a x', bon, je vais prolonger pour moi. Là, il y a 1 sur bêta x', puisqu'il est sur le truc de pente. Alors, donc 1 sur bêta x', 0, 0. Voilà le point vert. Ah bon, bah, si vous faites le produit scalaire de ces deux vecteurs, le produit scalaire lorenzien, avec la pseudométrique lorentzienne, ça scalaire ça fait moins ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, lui, scalaire lui, égale bêta x sur bêta, enfin, fois x' sur bêta, moins xx', pas plus xx', non, c'est lui qui est moins, pardon, justement. Lui est moins, l'autre est plus 0, et bien sûr, ça fait 0. Donc ces deux vecteurs sont bien orthogonaux. D'accord ? Normal, hein, parce que le produit scalaire de deux vecteurs, de deux quadrivecteurs dans l'espace-temps, c'est indépendant du référentiel. C'est en cela qu'il y a un espace-temps avec des vecteurs qui sont des entités qui ont le rapport qu'ils ont entre eux indépendamment du référentiel. Bon, donc très bien. L'espace, on peut dire de ce point de vue-là que l'espace est toujours orthogonal au temps, même si ça ne se voit pas visuellement là, parce qu'on a une notion d'orthogonalité qui est liée à un espace euclidien, mais on représente sur un espace euclidien un espace qui n'est pas euclidien. Donc oui, il faut faire des concessions. Néanmoins, c'est une représentation qui est quand même très, très utile, très riche, et qui permet de comprendre beaucoup de choses. Donc on va l'utiliser abondamment. C'est pour ça que je passe un peu de temps dessus. Alors, avant qu'on se sépare, il faut juste que je fasse un petit point. Alors, oui. Donc la notion de simultanéité, ok, j'ai dit ici. Alors, oui. Alors, en fait, je vais effacer ça. Ça doit être un petit E ou un petit, je sais pas quoi, petit D, petit, je sais pas quoi. Alors, je voulais mettre comme titre de ce, je sais pas, petit C, je sais pas quoi. Je voulais mettre, vous savez, le petit smiley là, l'espèce de mec qui fait ah le truc horrible, là, je sais pas comment, je sais pas dessiner là, le truc qui fait peur là. Ah, au secours, là. C'est un peu le cri, là. Vous le voyez, celui-là? C'est pas si mal. Puis il y a du bleu et du rouge, je sais plus où, là. Enfin, c'est un peu l'horreur, quoi. Ah, on dirait les couettes, là, non? Bon, enfin, bref. Là, alors, attention. Donc, ce qu'on vient de voir, là, maintenant, c'est vraiment, vraiment horrible. C'est-à-dire, les implications de ce qu'on vient de faire vont se révéler assez terribles, philosophiquement parlant, je veux dire. Donc, je vous rappelle la conception classique. La conception classique, c'est que la réalité est instantanée. Alors, comme vous le voyez, on vient de faire sauter la notion d'instantanéité absolue, donc on comprend bien que ça va poser problème, mais je voudrais mettre le doigt sur un élément, enfin, sur une conséquence vraiment assez vertigineuse, quoi. C'est vraiment... la réalité instantanée, ça veut dire que ce qui... C'est une phrase que j'ai déjà répétée plusieurs fois. Ce qui est, au sens ontologique du terme, ce qui est, c'est ce qui est maintenant.
Et j'avais assorti cette phrase de l'explication suivante. Le passé n'existe plus, le passé n'est plus, et le futur n'est pas encore. Il sera, mais il n'est pas. Le passé a été, mais il n'est plus. C'est inscrit dans notre langage, c'est ce qu'il y a de plus profond dans notre conception de la réalité, c'est que ce qui est, c'est ce qui est maintenant. Être, ça veut dire quelque chose qui ne peut pas s'appliquer à un événement passé. Ça a été. Et on reconnaît pleinement qu'un événement passé a été au même titre, avec la même valeur ontologique que ce qui est maintenant, mais ça n'est plus. Et le futur, ça sera aussi pleinement que ce qui est maintenant est, mais ça n'est pas encore. Eh bien, donc le passé n'existe plus, passé n'est plus. Futur n'est pas encore. Eh bien ça vient de voler en éclats sous vos yeux, puisque ce qu'on appelle maintenant n'est pas la même chose. C'est pas juste pour tout le monde, mais c'est même pour vous et moi, en ce point-là, si je me déplace par rapport à vous, on n'est pas le même référentiel. Et donc, bien qu'on puisse se parler, on soit au même point, on partage le même événement de l'espace-temps, si je suis en mouvement par rapport à vous, ce que j'appelle maintenant ailleurs n'est pas du tout le même événement que ce que vous appelez maintenant ailleurs. Et ça, c'est redoutable pour la raison suivante. Alors, avec le diagramme espace-temps, c'est assez facile de le voir. Donc, si je fais x, c'est t, donc j'ai l'événement ici, et puis je prends un autre référentiel, donc j'ai mon cône de lumière comme ça, je prends un autre référentiel, qui n'est rien d'autre qu'une lecture différente, c'est un changement de repère, en fait, au sein de l'espace-temps qui est ce qu'il est. C'est T'X'. Eh bien, je vais considérer cet événement-là, E0, et puis on va prendre cet événement-là, E1, et puis on va prendre cet événement-là, E2. Eh bien, je vais écrire plusieurs phrases qui sont vraies. E1 est simultané à E0 dans R'. E1 et E0 ont lieu au même instant de R'. Donc, si ce qui est, c'est ce qui est maintenant, quand E0 est, E1 est avec le même statut d'existence, puisque c'est au même moment, c'est vraiment maintenant. C'est maintenant à Tokyo, il se passe un truc. OK. Mais j'écris une autre phrase vraie. E1 est simultané à E2 dans R. Ceci est vrai. Ils ont lieu ils ont la même coordonnée temporelle. Cet événement-là, la personne qui est témoin de cet événement-là, elle peut parler de maintenant là-bas à Tokyo. Voilà la ligne d'univers de Tokyo. Voilà. Maintenant à Tokyo, c'est là. Donc, cet événement-là est simultané à celui-là dans R'. Celui-là est simultané à celui-là dans R. Donc, si tous les événements simultanés existent pareillement, c'est-à-dire si je peux donner le même statut d'existence à ce qui se passe maintenant à Tokyo, dans mon référentiel, et à ce qui se passe ici, c'est-à-dire il se passe quelque chose à Tokyo, il se passe quelque chose ici, c'est vrai, ça existe vraiment, ça fait partie de la réalité physique, alors OK, ça veut dire que dès lors que cet événement est, au sens plein du terme, pas qu'il a été, qu'il est, il est maintenant, il est, dès lors que cet événement-là est, alors celui-là est, et dès lors que celui-là est, puisqu'il a lieu au même instant. Donc dès lors que cet événement a lieu, est, cet événement futur est, pas sera, est, de la même façon, avec la même valeur d'être, d'existence, pleinement autant. D'accord ? Et pareil pour le passé, je peux refaire ça, ce que vous voulez, partout, bref. Tous les événements de l'univers sont simultanément dans une espèce de simultanéité supérieure. On ne peut pas employer ce mot-là, je ne sais pas quoi dire. Tout est donné d'un bloc.
tous les événements ont le même statut d'existence. Il n'y en a pas ceux qui sont maintenant, il n'y a pas les événements qui se produisent maintenant, et puis d'autres qui se produiront plus tard, et puis d'autres qui se sont produits, mais qui c'est terminé, quoi. Non. Si vous êtes d'accord pour dire que ailleurs il se passe quelque chose, et que c'est vrai, au même sens qu'il se passe quelque chose ici, et ça peut être confirmé, hein, quelqu'un qui est là-bas, vous allez peut-être le croiser tout à l'heure, il va dire si, j'existais il y a 10 minutes, hein, pas de souci. Hein. Ben, si c'est le cas, si deux événements simultanés ont le même statut d'existence, alors en fait, deux événements non simultanés aussi. D'où le titre. C'est comme ça. Alors, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordonnancement temporel qui soit universel. Hein. On a vu que l'espace-temps peut être découpé en espace instantané comme ça, ou bien, donc c'était avec dans R', ou bien comme ça. Il n'y a pas d'ordonnancement universel. Donc, être simultané à, ce n'est pas une relation d'équivalence. Enfin, pardon, non plus. C'est pas non plus parce que c'est pas une relation transitive. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, vous pouvez être simultané à quelque chose qui est simultané. Lui est simultané à lui, qui est simultané à lui, mais là, ces deux-là, ils sont pas simultanés. Lui, il est clairement dans le futur de lui. Il n'y a pas de doute. Mais parce que si vous dites juste être simultané, ça ne veut rien dire. C'est dans quel référentiel ? Lui est simultané à lui dans le référentiel R', et lui est simultané à lui dans le référentiel R. Donc lui n'est pas simultané à lui dans le référentiel R. Au sein d'un même référentiel, oui, bien sûr, être simultané, c'est transitif. Si vous avez la même coordonnée temporelle, vous avez la même coordonnée temporelle. Vous pouvez passer par où vous voulez. La coordonnée temporelle, elle est ce qu'elle est. Donc, il n'y a pas d'ordonnancement temporel qui soit universel. Néanmoins, et ça c'est quand même intéressant, néanmoins, le cône de lumière, encore une fois, lui, il est objectif. Et le futur, ce que j'ai appelé le futur, il est objectif. Parce que si je représente... Ah oui, je n'ai pas représenté complètement le cône de lumière dans le référentiel R'. Je vais m'arrêter là, je crois que l'heure est passée, mais... donc, X, c'était... Voilà le futur, ici. Et voilà le cône de lumière de cet événement-là. Donc, c'est le futur de cet événement-là, bien sûr. Dans R', alors, cette représentation du diagramme de Minkowski fait que par chance, on l'a montré, c'est pas, je postule rien, on a démontré qu'effectivement, cette droite-là restait la bisectrice de ces deux, donc de l'axe temporel de ces primes, de R', et de l'axe spatial de R'. Alors évidemment, les lignes d'univers sont des droites, enfin tout est, on a dit, tout ça est plat, c'est très bien, donc voilà le cône passé, et donc, vous avez aussi, donc l'autre partie, là, c'est aussi la bisectrice entre ça et ça, hein, donc ça marche toujours. Hein, donc le cône de lumière orange de R et le cône de lumière violet de R' sont les mêmes. Donc le futur d'un événement, c'est le futur d'un événement, c'est complètement objectif. C'est indépendant du référentiel choisi. Le passé, c'est le passé, le futur, c'est le futur. C'est-à-dire, l'ensemble des événements qui peuvent être influencés par celui-là, c'est tous les événements qui sont dans le cône là, futur, c'est ce que c'est. Enfin, voilà. Cet événement-là ne peut pas être influencé par celui-là peut, et j'ai dit l'inverse, cet événement peut influencer celui-là, peut pas influencer celui-là, et peut être influencé par celui-là. Ceci est un fait objectif qui est indépendant du référentiel. Donc il y a quand même une structure dans l'espace-temps, alors qui a fait voler en éclats la notion de simultanéité et qui du coup nous impose de reconsidérer ce qu'on appelle exister, être présent dans le réel, parce que manifestement, ce que dit la relativité, c'est que tout est donné globalement, une fois pour toutes. Alors, pourquoi nous, quand on a une ligne d'univers, on est conscient de ça, puis de ça, avec des souvenirs de trucs passés qui peuvent nous avoir influencés?
mais pas... je ne sais pas ce que c'est que la conscience et la perception du temps, mais ce que dit la relativité, et qui est vérifié par toutes les expériences qu'on peut faire, qu'on détaillera plus tard, cette structure de l'espace-temps, elle est parfaitement bien vérifiée autant qu'il est possible. Donc, il faut quand même prendre ça un petit peu au sérieux. Ça nous dit que donc tout est donné d'un bloc, néanmoins, il reste une notion de futur et de passé objective, sauf qu'on peut se poser la question, quelle est vraiment la notion de causalité? C'est-à-dire, si on dit que cet événement-là peut influer sur celui-là, c'est-à-dire qu'il peut être la cause d'un truc qui va se passer là, qu'est-ce que ça veut dire? Et que par contre, il ne peut pas influencer celui-là, mais par contre, il peut être influencé par celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire si tous les événements sont donnés et si de toute façon, mais ça c'était le cas déjà en physique newtonienne, hein, si de toute façon la physique est déterministe? Parce qu'à partir du moment où c'est déterministe, effectivement, dire que les choses existent, coexistent, et non plus existent séquentiellement dans le temps, parce qu'il n'y a plus d'ordre temporel. Donc on ne peut plus dire qu'ils existent séquentiellement, mais qu'ils coexistent. Je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, ça m'arrive souvent. Si la physique est déterministe, de toute façon, dès lors qu'il y a quelque chose, à un certain instant, peu importe le référentiel, ce qui va suivre ne peut pas être changé. De toute façon, c'est déterministe. Donc vous pouvez aussi bien dire que c'est déjà arrivé, mais enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, on est piégé par le langage maintenant. Mais je veux dire, le fait que tout soit donné d'un bloc, quelque part, c'est déjà le cas en physique newtonienne, c'est-à-dire déterministe, puisque de toute façon, ce qui se passera est absolument pas incertain, ce sera juste la conséquence de ce qu'il y a à l'instant T, même en physique newtonienne. Mais néanmoins, on a quand même ce sens que ça va se passer, c'est sûr, et on ne peut rien y faire, donc question du libre arbitre, etc., mais ce n'est pas encore passé. Ben là, en fait, si, en relativité, ce que ça vous dit, c'est que ça a le même statut d'existence, le passé, le futur, le loin, ailleurs, tout ça, c'est l'espace-temps, le voilà. Comment on lit ça? Comment notre conscience fait émerger du temps, de la mémoire là-dedans? Bonne question. Bon, je crois qu'il faut que je m'arrête. Je crois que vous avez un café là sur le futur. Vous pourrez peut-être faire jouer un petit peu ces idées-là. Donc on se voit la semaine prochaine et on ira encore un peu plus loin dans les aspects cinématiques de l'espace-temps.